tu es en train de parler du Nigeria où l'opposition dénonce des intimidations contre son candidat. Et je le disais, Basile Agbo, Atiku Abubakar lui-même n'a pas une très bonne réputation. Évidemment, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Parce que s'il était un candidat lambda qu'on ne connaissait pas dans le milieu, dont on ne sait pas certaines prouesses négatives, on n'aurait pas agi de cette façon avec lui. Je crois que c'est sa personne qui a d'abord été donc la pièce maîtresse pour qu'on mette ce zèle-là dont nous sommes en train de parler pour son contrôle. Donc je crois que la personne qu'il est, c'est ça qui a fait que donc les agents dont on a parlé se sont rués sur lui, ils sont allés jusque dans son jet privé. Bon, est-ce que il faut aller fouiller le jet privé puisque le jet privé est déjà sur le tarmac? Est-ce qu'il faut aller le fouiller? Donc je crois que c'est la personnalité de monsieur. C'est un contrôle de routine qui se déroule de la même manière pour toutes les arrivées internationales. Peut-être que la façon n'a pas été aussi courtoise. C'est ça qui a peut-être attiré l'attention de Abubakar sur le fait qu'on était en train de l'intimider. Je crois que c'est un peu ça. Bon, vous savez, lorsque vous avez eu, vous également, à utiliser l'appareil d'État et à utiliser ceux-là qui aujourd'hui sont en train de vous fouiller et qu'aujourd'hui vous êtes de l'autre côté, eh bien, on connaît ce qui se passe quand on voit des signaux. Donc, il sait que peut-être c'est des trucs comme ça, on veut l'intimider parce que peut-être eux aussi, quand ils étaient aux affaires, ils avaient un peu intimidé certaines personnes. Donc, on est en train de peut-être lui renvoyer la balle et il s'est vraiment inquiété. C'est normal que lorsque vous connaissez la maison et que vous voyez certains agissements, vous devez déjà faire la conclusion que on est en train de m'intimider, etc. Donc, je crois que c'est un peu ça. Mais là, il profite également, oui. Oui, et puis, ce genre de fouille de routine, il dit, mais ça dépend aussi de l'arsenal qu'on a sorti. Parce que les sorties du matériel militaire, ça dépend aussi des fois de l'information qu'on a. On a fouillé, peut-être le mec, il est venu avec les armes, il est venu avec les... C'est un peu ça dont nous parlons. Et puis, mon cher aîné Basile l'a dit, l'avion est là. C'est vous qui gardez l'avion. Est-ce qu'il faut se livrer tout ça comme théâtre pour donner l'outil au candidat? Demain, par exemple, il utilisera le même outil. Voilà. Mais on lui a donné l'avion hors de sa présence pour qu'il ne dise pas après on va voler ci ou ça. Attends, oui, voler ci ou ça. C'est pareil qu'on ira trouver un élément que lui dira qu'ils sont allés déposer dans l'avion. Il n'y a pas le pour ou le contre. C'est pour ça que je dis, il y a une façon de faire avec élégance telle que le doyen l'a dit, même c'est lui en plein sourire qui dira bon, attends, parce qu'il sait que c'est un peu le dialogue entre l'agent. C'est ce qui ça se fait chez nous. C'est-à-dire, vous voyez de ces gens de zélés, au lieu de dire toutes ces civilités, par exemple à la personnalité, lui dit bon, vous savez, nous sommes en contrôle de routine. Ne soyez pas frustrés, nous allons juste. Ça soulage la personne inutile que cette personne se mette sur ses gardes. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on essaye un peu de, je ne sais pas comment l'exprimer, mais de comprendre que le pouvoir, tout finit par s'y le pouvoir n'est pas éternel. Mais ça veut dire, en fait, tout ce que Abubakar cherchait, c'est un minimum d'égards. Bon, pas tellement ça. Oui. Pas tellement ça, parce que Abubakar, c'est un homme très respecté, c'est un richissime au Nigeria et on ne lui a pas manqué du respect, entre griffes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait quand même une occasion assez propice pour se victimiser et se mettre en vedette. Parce qu'à l'approche des élections, tous les moyens sont bons pour présenter l'adversaire comme étant un bourreau, étant quelqu'un qui ne va pas dans le sens de la démocratie dans le pays. Donc il a trouvé la petite bête, il l'a exploité, c'était bien. Mais le contexte du Nigeria aussi explique parfois les choix que les agents de sécurité développent. Parce qu'il y a le phénomène Boko Haram qui est là-bas et vous savez, c'est un secret de polichinelle. Il y a des sommités qui sont en intelligence avec les éléments de Boko Haram, avec l'ennemi. Donc on essaie maintenant qui est qui. Donc ça fait que au niveau des services de sécurité, il y a un minimum de contrôle qui est observé et ils font un effort pour mettre le pays à l'abri de toutes ces situations. Donc fouiller le jet privé, moi je pense que c'est un contrôle de routine.
ça se passe n'importe où. Quand vous atterrissez, il y a quand même un minimum. On doit fouiller, voir qu'est-ce que vous transportez. Et surtout qui vient des Émirats, vous savez, c'est pas une destination assez prisée en matière de sécurité. Vous savez, les Émirats, ce que ça constitue. Donc, il y a je peux dire que tous les ingrédients sont réunis pour que on fouille d'abord l'avion et qu'on le passe vraiment à un contrôle assez sérieux plutôt pour s'assurer que le gars est revenu au pays avec de bonnes intentions. Moi, quand vous prenez, le mec il débarque avec son avion, il est parti d'un aéroport, il y a eu des contrôles. Nous savons les genres de relations qui existent entre les services secrets. Nous savons aussi que depuis que Buhari a su que celui-là était candidat, que son entourage serait filtré. Toutes les informations partiraient. On se comprend? Et puis, on ne peut pas fouiller sans argument comme ça pour se lever, dire que c'est contrôle de routine. C'est pour ça que je dis, quand on sort l'arsenal de l'État, c'est qu'il y a déjà des éléments sur lesquels on se base pour mener l'opération. Mais si seulement au cours de l'opération, on nous dit on a trouvé des faux billets, on a trouvé des liasses qui dépassent ce qu'il faut normalement prendre sur soi, ainsi de suite, on comprendrait. On n'a rien trouvé que des documents de campagne. C'est là où finalement ça dévoile les intentions derrière ce que mon cher ministre appelle fouille de routine. Mais il a fallu qu'on fasse les fouilles pour découvrir qu'il venait avec des éléments de campagne. Sinon, il y a un colis quand même à bord. Ce colis est suspect et maintenant on a fouillé, on a découvert que ce sont des éléments de campagne. Vous comprenez? En matière de sécurité, on ne badine pas avec tout élément flou. Je n'en disconviens pas. Ce que nous disons tous, c'est qu'il fallait y mettre la manière. Oui, il y a ça. La manière. Et quand vous êtes conscient de la façon dont les agents parlent aux civils, c'est lui qui dit, dénonce la manière. C'est ce que je dis. Le ministre en contre-attaquant, vous allez comprendre, c'est un jeu de communication. En fait, il ne s'est pas attardé sur quoi que ce soit, il n'a même pas évoqué les documents saisis. Tout à fait. Mais il a parlé de contrôle de routine. Il est vrai que la force spéciale pour la monnaie a inspecté les affaires de M. Aboubakar. Cela a été fait avec le plus grand respect. C'est le ministre qui le dit. De monnaie. Donc, on cherchait des monnaies et on confisque des documents de campagne. Je vous dis, on ne va pas finir avec ce sujet. C'est-à-dire, dans ces explications, je parle de... Vous savez, en Afrique, on doit finalement apprendre la diplomatie et savoir que quand on est ministre ou personnalité de l'État, quand on sort pour défendre l'État, généralement, ceux qui sortent, je ne vais pas donner le nom d'un pays quelconque, on donne l'outil à l'adversaire d'attaquer. Ils n'ont pas de langage diplomatique. De toute façon, Aboubakar lui-même sait que le milieu... tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Non, il le sait très bien. Il le sait très bien. La preuve, il n'y a pas que ça. Il criait déjà lorsque Buhari a déroulé la machine contre la corruption. Il a commencé par crier au scandale parce qu'il se reproche beaucoup de choses. Ça, il ne faut pas vraiment se le cacher. Il se reproche beaucoup de choses. Et il attendait depuis fort longtemps le pouvoir sur ce terrain. Il devait aller vers la traque des corrompus et des corrupteurs là et voir un peu comment il s'est enrichi. N'oubliez pas que ce monsieur est richissime et il a fait fortune dans plusieurs secteurs et ces secteurs là sont des secteurs où l'État a eu aussi à intervenir dedans. Donc vous comprenez qu'il doit avoir forcément des graines dans la façon dont il a amassé cette richesse. C'est ce que je disais, c'est la personnalité de Aboubakar qui a attiré les regards sur lui et qu'on est allé dans ces fouilles-là de la façon dont ça a été fait. Ça aurait été un individu lambda ou bien un candidat lambda inconnu de la scène qu'on n'aurait pas agi de cette façon-là. Pas de menace. Ça aurait été Dangote peut-être. Voilà, peut-être que ça allait être la même chose. Non, peut-être qu'on n'allait pas le fouiller parce qu'il n'est pas candidat. Non, je dis s'il était candidat. Oui, là ça donne autre chose. C'est ça qui change. C'est ça qui change la donne. Et nous avons dit comment la politique se fait sous les tropiques. Le candidat, l'adversaire est perçu comme un ennemi.
On passe par tous les moyens pour le discréditer, voir éventuellement comment l'écarter de la course, vous comprenez. Donc il y a tous les moyens qui sont utilisés, mais il faudrait quand même conseiller l'élégance dans la manière de faire en Afrique, parce que nous aussi, nous pouvons faire mieux que ce qui se fait de l'autre côté, quoi, dans le pôle Nord. D'accord. On va changer de sujet maintenant, on va passer à Madagascar. Les observateurs de l'Union européenne ont estimé vendredi très marginales les irrégularités lors du premier tour de la présidentielle à Madagascar, alors que la veille, l'un des favoris, l'ancien président Eri Rajaonarimampianina, les avait jugées nombreuses. Les irrégularités sont très marginales. Il n'y a pas eu d'impact de ce que nous avons constaté sur le résultat des élections, a déclaré le chef de la mission d'observation de l'UE, Christian Preda. C'est la phrase consacrée? C'est l'habitude, parce que plus loin, on reconnaît quand même quelques dysfonctionnements. Oui. Et d'autres logistiques. Oui, mais d'habitude, c'est mineur. Cette formule commence pas à m'énerver, moi. Ça me tape sur les nerfs, sérieusement, parce que dans leur pays, nous savons comment ça se passe. Ils n'ont jamais minimisé l'ouverture tardive, par exemple, d'un bureau de vote. Mais en Afrique, ça constitue toujours un fait mineur. Je ne sais pas. Bon, si la règle c'est d'être en retard, c'est vrai que quand non, c'est souvent en retard, quand il y a un petit retard, c'est mineur. Dans leurs habitudes, chez eux, ça n'a jamais été mineur. Il est temps qu'on nous traite comme. Pour moi, ça relève un peu de la discrimination. Oui, mais en fait, ce que je dis, c'est que vous savez que le train qui arrive à l'heure, c'est pas l'info. Hein. Chez eux, ils ont l'habitude d'être à l'heure. Donc, quand il y a 5, 10, 20 minutes de retard pour l'ouverture d'un bureau, on va dénoncer. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, Samuel. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vote, il y a même des matériels qui ne sont pas encore arrivés. Samuel, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, un chien qui mord un homme, ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'un homme va mordre un chien, ça devient un problème. Donc, comprenez ça comme ça. Comprenez ça comme ça. Ils ont c'est toujours ça, hein, vous rassemble, conférence de presse, nous avons constaté ça, mais ce sont des faits mineurs qui n'entachent pas la crédibilité. Qu'est-ce qu'ils mettent dans le traité? Lorsque c'est fait, concourt ou apporte un plus à la chance de gagner de quelqu'un. Où est le fait mineur? Parce qu'en politique, il y a des gens qui savent voler en amont. Il y a des gens qui déploient des stratégies données. Et généralement, quand c'est l'homme au pouvoir qui est candidat, qui organise, vous voyez que les coins dans lesquels les bureaux de vote sont tardivement ouverts sont généralement un peu des fiefs de l'opposition. Vous comprenez? Là où on signale par exemple des bourrages d'urnes, plus loin il est reconnu bourrage d'urnes. Et ça aussi des faits mineurs. Non, pour moi, même si je reconnais que quelque part c'est fait, peut-être même si c'est, si on peut dire infime, mais pas trop, il faut commencer par condamner ça pour amener les Africains à corriger leur façon d'organiser les scrutins. C'est très important. Ibrahim, chez eux, quand ça ouvre tardivement, ça ferme aussi tardivement. Parce qu'ils rattrapent toujours. Et pourquoi chez nous, ils ne peuvent pas nous dire la vérité? Soyons sincères. Ibrahim, il y a quand même un cas, c'est que le chef de la mission d'observation de l'UE à Madagascar dit, parmi les irrégularités, il a signalé 2 cas de bourrage d'urnes sur un total de près de 25 000 bureaux de vote. Alors, est-ce que l'UE a pu déployer plus de 25 000 observateurs pour parler que de 2 cas de bourrage d'urnes? Non, je ne pense pas que les observateurs électoraux de l'UE aient pu sillonner tous les bureaux de vote. Le plus souvent, ils ont un procédé, ils font un échantillonnage et ils prennent au hasard quelques bureaux de vote à peine sur les 25 000. Je pense que c'est 24 852 bureaux de vote. Sur les 24 852 bureaux de vote, tu peux peut-être à la rigueur sillonner dans 100 minimum. C'est très marginal. C'est très marginal, oui, mais parce qu'ils le font juste pour s'assurer de la régularité du scrutin et voir éventuellement est-ce qu'il n'y a pas eu d'incident majeur pour pouvoir entacher la crédibilité du scrutin. C'est ce qu'ils cherchent le plus souvent. Au moins que le rapport soit honnête, qu'on dise dans les tels nombre de bureaux que nous avons, été présents, on a relevé tel. Mais là, il dit 2 cas
parlant de 25 000 bureaux de vote. Oui, c'est les cas qui peut-être qui ont été portés à leur connaissance. Parce qu'au-delà de ces observateurs, il y a d'autres structures aussi sur lesquelles l'Union européenne s'appuie, notamment la société civile, que l'Union européenne finance souvent sur place. Et donc, en dehors même de la société civile, il y a même des réseaux qui sont vraiment constitués. Quand il parle de réseau, ne prenez pas ça dans le sens péjoratif. C'est des réseaux, des networks qui sont organisés pour pouvoir s'assurer de la régularité des élections. Donc, il y a tous ces rapports qui remontent au niveau de l'Union européenne. C'est à la suite de cela que l'Union européenne pond ses rapports d'observation. Mais ce qui est à dénoncer peut-être, c'est que le plus souvent, c'est le scrutin seul qu'on observe et non le processus électoral. Voilà. Vous voyez, c'est le problème le plus souvent en Afrique. Si on observait le processus électoral, ça veut dire que depuis l'enrôlement des électeurs jusqu'à la phase des préparatifs, le déploiement du matériel et tout ça là, et la sécurité, la campagne et tout ça là, si on observait tout ça là, il y aurait peut-être des éléments d'appréciation assez efficaces qui puissent amener à vraiment à apprécier, peut-être à se prononcer de façon objective sur le scrutin. Mais si c'est le scrutin, le jour du vote, on se présente, peut-être on arrive à 10 heures dans un bureau de vote, dans un lieu, mais peut-être que le bureau de vote a ouvert peut-être à 8 heures, mais on ne peut pas s'assurer que c'était à 8 heures, tout ça. Donc, il y a tous ces éléments qui entrent en ligne de compte. Mais c'est qu'au finish, il y a un rapport qui est pondu, et dans ce rapport, il y a ce qu'ils appellent le plus souvent des observations et des recommandations, et pour améliorer les processus à venir. Mais il n'y a pas que les Occidentaux qui sont là-bas. Il y a le plus souvent l'Union africaine aussi qui tient aussi le même langage. Donc, au finish, on se dit que les observateurs, ils viennent seulement pour s'assurer qu'il y a eu le vote. Et après, bon, c'est le déroulement, comment la transmission des résultats a été fait, comment l'appelle-t-on aussi, la centralisation des résultats et tout ça là. Bon, ce n'est plus leur problème. Ils attendent seulement dans le résultat. Ibrahim touche un point. L'Union européenne à Madagascar aurait pu attendre qu'on transmette, que la CENI donne pour avoir un rapport complet. Oui, normalement. Je crois que le fait de se précipiter pour rendre un rapport rentre dans nos habitudes en Afrique. C'est-à-dire que les élections sont déroulées, mais l'Africain, ou bien dans les milieux africains, on voudrait écouter le blanc. Le blanc qui est venu nous voir, on veut savoir s'il a des arguments à avancer pour que on puisse dire que les élections se sont mal déroulées, il y a des fraudes. Il faut qu'il nous parle très rapidement. Ouais, donc, c'est ça qui fait que je me suis posé la question. Est-ce que les élections en France, là, est-ce que l'Union africaine était observateur? Il va observer quoi? Elle va observer quoi? Alors, pourquoi est-ce que nous, en Afrique, nous aimons tellement que ce soit l'Occident qui vient nous observer pour mettre son tampon que c'est bien beau? Et puisque nous attendons toujours que ce soit eux qui viennent, eh bien, ils vont nous dire que c'est bien beau et se remplir les poches comme vous étiez en train de le dire. Dans plusieurs cas, c'est eux qui financent aussi. C'est eux qui financent aussi. Alors, jusqu'à présent, nous continuons. Nous avons l'indépendance, mais nous continuons pas à traîner derrière ces personnes-là, que c'est eux qui doivent financer. Il faudrait qu'à un moment donné, l'Afrique aussi se prenne en charge. Les pays africains se prennent en charge pour se dire que nous sommes capables de faire des choses sans que ce soit l'œil de l'autre Yovo qui viendra nous assurer que c'est bon ou c'est mauvais. Et tant que nous serons toujours dans cette posture-là, ben attendons-nous à ce qu'ils viennent nous dire, eh bien voilà, c'est bon, et ce n'est pas bon, et c'est qu'il y a des incidents infimes qui n'entachent pas la régularité, et c'est ça qui fait office de poids pour nous. C'est ça qui est et généralement, souvent, même, surtout les organisateurs et le gagnant, quand on lui demande que bon, vos élections n'ont pas été crédibles, mais même l'Union européenne a dit. Même l'Union européenne. Alors même l'Union européenne a dit. C'est comme si c'est Dieu qui est descendu pour raconter que c'est bon, c'est pas bon. C'est ça qui me gêne parfois en Afrique. Il faudrait qu'on puisse trouver des mécanismes pour que, bon, l'Union africaine soit peut-être en Afrique le cerveau qui pourra nous dire, et de temps en temps, il faut se débarrasser de ces histoires-là pour que les pays se prennent en charge là. Enfin, bon, moi, c'est mon avis. Le problème, c'est que d'habitude, ce qu'on envoie observer pour le compte de l'Union africaine, c'est souvent des pontes des régimes. Oui. Et des gens sans crédibilité. Ça, il faut avoir le courage de le dire.
Parce que dans tous les pays où vous avez vu, on a déployé des observateurs de l'Union africaine. C'est des personnalités dont la réputation vraiment. C'est souvent les anciens chefs d'État qui. Les anciens chefs de gouvernement. Les anciens chefs de gouvernement. Au fait, avant, c'était les anciens chefs de gouvernement, les premiers ministres et autres là, qui sont trempés dans des histoires pas possibles. Ces premiers ministres, des fois même, ce sont des spécialistes des tripatouillages. Et c'est eux maintenant qu'on envoie pour observer les élections. Ils se retrouvent dans leur biotope et parfois. Leur réflexe, c'est de voir s'il y a des mallettes qui circulent d'abord. Si ça circule, ils prennent fait cause ici, parce qu'ils se disent que après tout, c'est pas mon pays, je vais partir les laisser. En tout cas, bonjour les dégâts. Si ça dégénère, ça fait leur problème. Peut-être qu'on va me renouveler pour que je vienne pour une autre mission. C'est beaucoup d'argent aussi qui va couler là-bas. Donc, pour être sérieux, disons-nous seulement que les pays doivent faire un effort de bonne organisation des élections. Parce qu'il ne faut pas toujours compter sur la tricherie. Il faut faire un effort pour huiler la machine de l'organisation des élections, amener les populations à avoir confiance aux organismes qui organisent ces élections. C'est comme un peu au Ghana où ils ont réussi à avoir une CENI technique. Lorsqu'il y a élection, du moins quand on donne les résultats, c'est sujet quand même à contestation, mais pas trop, pas à la même envergure que ce qui se passe dans les pays environnants. Vous comprenez? Donc moi je pense que c'est l'Afrique qui doit se remettre en cause. Comme le disait mon cher aîné Basile Agbo, il faudrait qu'on fasse un effort quand même pour aller vers des élections, des organisations d'élections assez crédibles, transparentes et qui rencontrent l'assentiment de toute la population. Alors, Rodrigue, là où peut-être dans le cas de Madagascar, les dieux sont tombés sur la tête, c'est que c'est le président sortant qui dénonce des irrégularités. Il connaît la machine. On l'avait déjà dit dans le cas du Nigeria. Il connaît la machine. Il sait que quand on est là, c'est comme ça qu'on procède. Et donc, il est très expérimenté. Il a vu de loin comment ça marche. Vous vous souvenez du cas du Cameroun où on est allé jusqu'à chercher de faux observateurs. C'est-à-dire, l'Afrique, aujourd'hui, doit prendre conscience de ces méfaits-là. Nous voulons des hommes d'État en Afrique. Des gens qui apprennent à perdre, à se faire élire par leur peuple pour circuler librement dans leur pays. Pas des gens qui se font, comment dirais-je, chefs ou princes avec au moins 98% du suffrage. Et demain, il faut par exemple militariser tout un quartier avant qu'il n'aille faire son shopping. Non, sérieux. Bon, c'est le chef de l'État. Non. On ne va pas badiner sur sa sécurité. L'élégance des gens. Revenons un peu sur la présidence de Yahi Boni au Bénin. Bon, lui, c'est un cas. Oui, non, ce n'est pas forcément un cas. Retournons au Ghana, voyons depuis l'ère de Jerry John Rawlings jusqu'à ceux qui lui ont succédé. Bon, ça peut être du populisme, parce que quand je prends les États-Unis, où les élections sont bien organisées, mais cela n'amène pas le président à faire des bains de foule. La dernière fois même à Paris, vous avez vu comment ça s'est passé. Lorsque Trump est arrivé, il a voulu même amener sa limousine jusqu'au lieu même de la manifestation. Permettez que donc c'est le système sécuritaire. Nous avons une richesse en Afrique où lorsqu'on est bien dans son entourage, je vous assure que c'est le plus beau cadeau. Comment on vous accueille, comment on parle de vous. Et des gens savent le faire. Des gens savent le faire. Ce n'est pas de la magie. Apprenons à nous faire aimer par nos compatriotes. Quelqu'un l'a déjà dit au Togo. Oui, mais il y a le système sécuritaire qu'il ne faut pas oublier. Et il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui est affamé. Sache que tu n'es pas en sécurité. Ouais. Tu ne peux pas circuler librement. C'est vrai. Et donc, la gestion de nos ressources en Afrique pose également problème. La gestion de nos ressources. Que ce soit l'Occident qui vienne financer les élections, alors que nous avons des gens, quand ils sont élus ministres aujourd'hui, demain c'est la fête parce qu'ils deviennent milliardaires automatiquement. Demain c'est commencer par piller les ressources du pays, les ressources du moins qui sont liées à son département ministériel. Alors, Basile, je voudrais quand même... C'est très important aujourd'hui que l'Afrique puisse prendre conscience de tout ça pour redonner un élan de responsabilité, de moralité à notre façon
de gérer la chose publique en Afrique. Je voudrais que vous réagissiez aussi sur certains mots que le responsable de lui a utilisés, parce qu'il y a des candidats, notamment Amak Ravalomanan et Eri Rajaonarimampianina, qui dénoncent déjà des irrégularités très fortes. Il dit c'est important de ne pas tricher. Moi, les gens qui essaient de tricher, quand il s'agit de dénoncer des irrégularités, je ne les aime pas. Là, c'est quoi? Il joue d'honneur, de leçons. C'est comme si c'est des petits gamins sur qui il tape. Je suis le grand observateur. Je vous dis que les irrégularités ont été marginales. Pourquoi vous vous dites qu'elles ont été massives? Vous êtes des menteurs. Vous savez, c'est ça, c'est le grand chef, le grand Manitou, qui se trouve donc en face de ces petits qui veulent un peu lui ravir le terrain. Et donc, il est là, il se positionne et il leur donne donc les leçons. Je crois que c'est un peu ça. Et puis, ce qui a été dénoncé aussi, c'est qu'il y a eu l'utilisation de l'argent et on n'a pas limité le quota du plafond et que ça a fait que les gens ont utilisé de faramineuses sommes pour la campagne. C'est ça qui inquiète parce que nous connaissons ce pays est un pays très pauvre et alors que les gens utilisent de l'argent jusqu'à cette sommité, il y en a à revoir et à redire. Donc, vous voyez, je crois que sur ce terrain-là, le Madagascar, c'est toujours utilisé de cette façon-là. Un pays très pauvre, mais en campagne électorale, allez voir, devenir milliardaire. Voilà. Un récent rapport même a révélé que le Madagascar a les élections les plus chères au monde. Oui. D'accord, on va marquer maintenant la pause et après le journal, on reviendra maintenant sur les sujets du Togo.